Après Antigua, nous sommes allés à Barbuda qui était en ruine, puis nous sommes allés à Saint-Barth, vous vous souvenez? 3 jours plus tard, en une demi-journée de navigation, nous sommes allés à Saint-Martin et nous y sommes restés une semaine. Ensuite, sur une première journée de navigation, nous avons été à Saint-Eustache pour y passer la nuit et le lendemain matin, nous sommes partis à Saint-Kitts. Saint-Martin, c'est ici. 2/3 de la superficie de l'île est française et 1/3 est hollandais. Je l'ignorais, mais les Hollandais ont plusieurs îles dans les Antilles. 1/3 de Saint-Martin donc, Saba, Saint-Eustache et 3 îles au large du Venezuela, Aruba, Curaçao et Bonaire. World Explorer est mouillé dans la baie de Marigot, côté français. À Saint-Martin, la très principale chose à voir est les atterrissages et les décollages des avions depuis la plage qui est en seuil de piste de l'aéroport international. C'est presque comme à Saint-Barth, on a l'impression qu'ils vont se poser sur notre tête, sauf qu'ici, ils sont beaucoup plus gros. Saint-Martin, c'est comme Saint-Barth. C'est une immense zone pavillonnaire avec des maisons partout. On a loué une voiture pour faire le tour de l'île. Le sommet s'appelle le Morne Paradis. C'est seulement ici qu'on a pu faire quelques photos correctes, car lointaines. En se rapprochant, ici à Lens-Marsenne par exemple, au nord-ouest de Saint-Martin, la baie et les collines sont privatisées par un complexe hôtelier. Ici, dans la baie d'Orient, au nord-est de Saint-Martin, on pourrait penser que c'est beau, mais en fait, ce ne sont que des baraques de briques et de broc avec des toits en tôle, et le lagon est encombré de plusieurs épaves. Ici, côté hollandais, la densité de maisons est encore plus forte que du côté français. Côté français, on a trouvé un château fort. En fait, non, pas du tout. C'est un projet d'hôtel de luxe abandonné. Il a été financé par un fonds de pension américain, construit en 2004 et abandonné suite à l'ouragan Irma en 2017. Une belle plage? Non. Le sable est recouvert de sargasses en putréfaction et dans l'eau, il y a des galets avec des dizaines d'oursins. À gauche de cette même plage, un hôtel avec piscine est abandonné car l'ouragan Irma a tout détruit. Ça, ce sont les fondations du bar de plage. Là, il y avait le plancher, mais tout comme le bar, tout a été arraché. La piscine est en béton armé, mais il est fissuré sur 2/3 du périmètre. En fait, tout est détruit. La grille d'entrée, les lampadaires, le parking, la route. Et là, ça aurait pu être une belle lagune? Eh bien non, car les fonds sont ravagés par des forêts d'oursins. Et comme partout, il y a des carcasses de voitures. À la frontière entre la France et la Hollande, on trouve sur la carte un joli petit port qui est le point de départ des bateaux de location. En y arrivant, on constate que tous les pontons sont arrachés et que beaucoup de bateaux ont coulé et que la lagune est entourée d'une barre ininterrompue d'immeubles. Côté hollandais, même les antennes pour téléphone portable ont été arrachées par l'ouragan. Dans la baie de Marigot,
Pour trouver une mer calme, nous étions obligés de mouiller devant la centrale électrique diesel. Pour avoir un air plus pur, nous nous déplaçons vers le nord-est d'une dizaine de kilomètres dans la baie de Grand Case. Dans un mouillage normal, avec un vent régulier, en ayant mis une ancre en bas à droite de l'écran sur la croix, le bateau aurait oscillé de 15 degrés à droite et à gauche de l'axe du vent, comme sur cette photo. Ici, le vent tourne dans tous les sens et en plus, il passe de 5 nœuds à 35 nœuds en 2 secondes. C'est la première fois depuis 30 ans que je navigue que mon bateau fait une trace pareille. Bon. Saint-Barth, Saint-Martin, l'urbanisation galopante, les embouteillages, les voitures, les carcasses de voitures, un vent de fou, il y en a ras-le-bol. On lève l'ancre, on part. L'île hollandaise de Saba est trop sous le vent. On va la laisser sur notre droite car on va faire une route directe entre Saint-Martin et Saint-Eustache. Nous sommes à 55 degrés du vent apparent, nous remontons donc un peu le vent, ce qui a pour conséquence que le vent apparent est de quasiment 30 nœuds alors que le vent réel est de 23 nœuds. Même si le bateau passe bien, il ne fait que monter et descendre sur la houle, c'est un peu fatigant. Ici, c'est Saba vu d'une dizaine de kilomètres par l'ouest. Ça, c'est encore Saba au coucher du soleil, 2 heures plus tard. Nous arrivons donc sur Saint-Eustache en fin d'après-midi. A priori, l'île a l'air belle et sauvage. On ne voit ni maison ni voiture. Mais qu'est-ce que c'est ça devant ? Ce sont des pétroliers. Il y a constamment 2 pétroliers qui vident leur cuve et ils ne sont pas moins que 5 autres qui attendent pour décharger. Après une recherche rapide sur Google, nous comprenons que Saint-Eustache abrite une énorme raffinerie de pétrole. Ainsi, pour créer de l'emploi, donc pour ne pas que l'île se dépeuple, étant donné qu'il n'y a ni pêche, ni agriculture, ni tourisme, ici, les Hollandais ont eu l'idée de créer une raffinerie immense. Et cette raffinerie alimente chacune des 6 îles hollandaises. Et vous pouvez être certain que le besoin en carburant est absolument énorme, vu le nombre de voitures partout, et surtout que toute l'électricité sur ces îles est produite par des centrales électriques diesel. L'électricité de la partie française de Saint-Martin est fabriquée grâce à 3 énormes moteurs diesel pesant chacun 175 tonnes et développant une puissance cumulée de 124 000 chevaux. La puissance électrique de la centrale de Saint-Martin est de 46 MW. Autrement dit, elle absorbe 8600 litres de gasoil à l'heure. À Saint-Barthélemy, la centrale électrique ne compte que 2 moteurs, mais chacun pèse 220 tonnes. Ils sont encore plus gros qu'à Saint-Martin. Et ils consomment 6800 litres à l'heure. Ainsi, les habitants de Saint-Barthélemy consomment 2,9 fois plus d'électricité que les habitants de Saint-Martin. C'est une folie.